L'association des propriétaires, AP, pensait avoir trouvé une mine d'or en construisant 96 maisons de rêve. Mais la véritable propriétaire du terrain attendait son heure, et ils sont tombés directement dans son piège. Imaginez-vous vous réveiller un matin, regarder par votre fenêtre et réaliser que le terrain que votre famille a protégé pendant des générations est couvert de maisons flambant neuves, des maisons que vous n'avez jamais donné la permission de construire. C'est exactement ce qui est arrivé à Marjorie Whitfield, une administratrice d'école à la retraite de 62 ans, dans la banlieue de Géorgie. Pour Marjorie, le terrain n'était pas juste de la terre et de l'herbe, c'était l'histoire. Près de 40 acres transmis par ses parents, qui avaient travaillé dur, les avaient payés petit à petit, et lui avaient rappelé, lorsqu'elle était enfant, que la terre est la seule chose qu'on ne peut pas recréer. Elle se souvenait y marcher pieds nus, enfant, chasser les lucioles au crépuscule, et écouter son père lui dire qu'il voulait qu'elle le garde toujours. Alors, même quand les promoteurs l'ignoraient, même quand les voisins vendaient leurs parcelles, elle n'a jamais faibli. La plupart des gens ne remarquaient pas la valeur de sa propriété. Elle se trouvait à la lisière d'une banlieue en pleine croissance, juste à l'extérieur de Macon, en Géorgie, où les chaînes de magasins commençaient à apparaître, mais où de nombreux champs restaient intacts. Les promoteurs considéraient le terrain de Marjorie comme un commode des arbres, des parcelles irrégulières et une terre argileuse tenace. Elle le voyait comme inestimable. Et contrairement à beaucoup qui héritent de biens, elle ne l'a pas négligé. Elle payait les taxes chaque année à temps. Elle gardait les documents organisés dans un coffre-fort ignifuge. Elle demandait même à son ami avocat, Samuel Drayton, de vérifier le titre de propriété tous les quelques années, juste au cas où. « Marjorie, vous avez une forteresse ici », lui dit Samuel lors d'une de leurs réunions autour de la table de cuisine. Personne ne vous l'enlèvera. Elle sourit poliment, mais elle savait comment les choses pouvaient fonctionner dans le monde réel. Les gens qui avaient de l'argent et du pouvoir croyaient souvent qu'ils pouvaient contourner les règles. Elle n'allait pas leur donner une brèche. C'est pourquoi elle fut choquée, un après-midi d'été, de passer sur un chemin de terre près de sa propriété et de voir un bulldozer labourer la terre. Au début, elle pensa que c'était un travail de routine du comté, peut-être pour les services publics ou la réparation de routes. Mais une semaine plus tard, elle revint et trouva des piquets d'arpentage en rangées ordonnées et des équipes de construction coulant du béton. Marjorie s'arrêta et fit signe à un ouvrier en gilet fluo. « Excusez-moi, que se passe-t-il ici » demanda-t-elle. « Nouveau lotissement, madame » répondit l'homme, levant à peine les yeux. « Lakewood Meadows. Plus de 90 maisons en construction. Ça va être magnifique. » Son cœur se serra. 90 maisons sur son terrain. Au début, elle pensa que ce devait être une erreur. Sûrement quelqu'un avait revérifié les dossiers. Sûrement aucun promoteur professionnel n'assumerait qu'un terrain était libre à prendre. Mais au fil des semaines, les maisons commencèrent à s'élever des charpentes en bois, des toits, puis des revêtements. Elle passait tous les quelques jours, regardant des étrangers s'approprier ce qu'elle avait gardé toute sa vie. Quand elle en parla à des amis à l'église, certains ne la crurent pas, « Ils ne peuvent pas construire sans demander », dit une femme. Mais Marjorie sortit son dossier jauni de documents actes, reçus fiscaux, cartes remontant aux années 1950. « Ils n'ont pas demandé », dit-elle doucement, et ils n'ont pas vérifié. Ce que Marjorie ne savait pas encore, c'est que l'association des propriétaires de Lakewood Meadows, en collaboration avec un constructeur régional, avait supposé que sa parcelle était inutilisée. Une erreur administrative il y a des décennies avait laissé le terrain enregistré dans les dossiers du comté sous une description vague. L'AP s'était rué, avait acheté des lots adjacents et avait étendu sa portée sans remarquer que près de 40 acres étaient toujours sous propriété privée. Pour eux, cela ressemblait à une toile vierge, pour elle, c'était un héritage. À mesure que les premières maisons se vendaient, les panneaux « à vendre » disparaissaient presque du jour au lendemain. Des familles, ravies d'emménager dans de nouvelles constructions étincelantes, apportaient des camions de déménagement et accrochaient des rideaux. Des enfants faisaient du vélo sur des impasses fraîchement pavées. Le président de l'AP, Clifford Myers, se vantait auprès des journaux locaux d'avoir créé un quartier prospère et moderne. Mais derrière les citations de presse et les photos d'inauguration de Clifford, une tempête se préparait. Parce que la seule personne dont il n'avait pas tenu compte était la femme assise tranquillement dans sa modeste maison de plain pied à 1 kilomètre de là, la femme qui payait ses impôts comme une horloge depuis 4 décennies. Marjorie n'était pas en colère comme on aurait pu s'y attendre, elle était méthodique. Chaque soir, elle s'asseyait à sa table de salle à manger, étalant ses documents, encerclant des dates et rédigeant des lettres avec Samuel. Elle ne criait pas, elle ne manifestait pas dans la rue.
Elle planifiait parce qu'elle savait quelque chose que l'AP ignorait. Une fois que les tribunaux verraient ces dossiers, il n'y aurait aucun doute, ces maisons n'étaient pas les leurs. Elles étaient sur sa propriété. Et dans son esprit, la question n'était pas de savoir si elle gagnerait, c'était de savoir quel serait le prix de cette victoire. Mais pendant que Marjorie préparait sa tempête silencieuse, l'AP célébrait, certaine d'avoir construit le fleuron du comté. La particularité de Marjorie Whitfield était simple, elle ne jouait pas à rattraper le temps perdu dans la vie. Elle planifiait. Cette habitude l'avait portée pendant 3 décennies en tant qu'administratrice scolaire, où avoir un coup d'avance sur les crises n'était pas une option, c'était une question de survie. Et quand il s'agissait de sa terre, elle la traitait de la même manière. Bien avant l'arrivée des bulldozers, elle s'était fait une routine de se rendre au centre-ville de Mâcon 2 fois par an pour consulter les registres fonciers. Les employés la connaissaient tous par son nom. Madame Whitfield, vous êtes l'une des rares à venir encore en personne, l'avait taquiné un jour une employée. Marjorie lui rendit son sourire, c'est parce que je n'aime pas les surprises. Sa philosophie était simple, si vous protégez ce qui est à vous, vous n'avez jamais à mendier pour le récupérer. Et tandis que des voisins avaient perdu des acres à cause de saisies immobilières ou de ventes confuses au fil des ans, elle était restée ferme. Les voix de ses parents résonnaient toujours à ses oreilles. Elle parcourait les limites du terrain chaque printemps, parfois avec son cousin Thomas, qui habitait toujours à proximité. Il emportait un thermos de thé glacé, se promenait devant les pins et vérifiait si les clôtures avaient besoin de réparation. « Toujours à toi, Marge », disait Thomas, tapotant l'une des vieilles bornes en fer enterrées près du coin. Personne ne prendra ça au Whitfield. Mais Marjorie savait qu'il ne fallait pas se fier uniquement aux mots. Elle voulait de la paperasse, des signatures, des dates, des preuves. Et c'est pourquoi, 3 ans avant même le début du projet de la paix, elle s'était assise avec l'avocat Samuel Drayton dans son bureau de Spring Street. « J'entends des rumeurs sur des litiges d'arpentage », lui dit-elle, glissant un dossier sur le bureau. « Les promoteurs rôdent autour de ce comté comme des vautours. Je dois m'assurer que ma terre ne peut pas être touchée. » Samuel feuilleta le dossier, les sourcils levés. « Marjorie, c'est mieux que ce que la plupart des tribunaux conservent. Vous avez des reçus, des cartes et même les notes manuscrites de votre père. »« Je suis prête depuis 88, répondit-elle sèchement. Tous deux parcoururent ligne par ligne la chaîne de titres, vérifiant que rien n'avait été vendu, transféré ou même adossé. Samuel mit à jour son testament pour y inclure le terrain et déposa une action en reconnaissance de titre, juste pour s'assurer que le tribunal réaffirme la propriété. C'était, comme il l'avait dit, une stratégie juridique de double sécurité. Cette démarche s'avérerait être la chose même qui la sauverait plus tard, car lorsque le développement de la paix franchit sa limite.